Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'émission Hors Foot, un programme inédit qui valorise les footballeurs et les footballeuses sur ce qu'ils développent en dehors des terrains. Pour ce nouvel épisode, nous sommes honorés de recevoir une internationale française, une joueuse du Paris Saint-Germain, Oriane Jean-François. Let's go! Oriane, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, grand merci d'avoir accepté l'invitation. Comme je t'expliquais un petit peu, vu qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ton parcours, mais vraiment par rapport à tout ce que tu développes autour de ta carrière, donc on va revenir sur d'où tu viens par rapport à la Guyane, ce que tu représentes en Guyane, sur le fait que tu sois aussi engagé au niveau des associations et par rapport aux études que tu as pu mener en parallèle de ta carrière. La première chose, par rapport à cette saison, comment ça se passe? Alors moi du coup je reviens de blessure, je me suis fait des croisés en octobre et demain ça fera 5 mois que je me suis opéré et en ce moment je continue mon travail de renfo et de réathlétisation avec mon préparateur physique, enfin celui qui s'occupe de la réathlée et des blessures au club. Donc voilà, on est sur un programme, on termine un cycle de force en ce moment et on va bientôt attaquer un cycle de puissance. Ok. Donc international, joueuse également au Paris Saint-Germain, donc là c'est ta deuxième saison. Par rapport à ce que tu as pu vivre avant dans ta carrière, notamment quand tu étais au Paris FC, avant la fusion avec Juvisy, où est-ce que tu vois les différences? Déjà, pour moi, en l'espace de 16-18 mois, il y a eu déjà une amélioration incroyable parce que je suis passé de Bougival, où on avait des infrastructures qui étaient même moins bien que celles que j'avais connues au Paris FC avec le groupe pro. Bougival, ensuite on a fait 6 mois à Ooredoo quand les garçons ont emménagé à Poissy et maintenant que nous on les a rejoints à Poissy, on a des infrastructures, je pense, qui font partie de celles des meilleures d'Europe, voire même du monde. Tu vois, ce qui est intéressant par rapport à ton parcours, j'ai l'impression que à 22 ans déjà, tu as énormément accompli. Tu es arrivé en France à 16 ans, depuis la Guyane. Aujourd'hui, à 22 ans, tu as déjà fait plusieurs clubs, mais il y a eu une constante évolution. Du coup, toi, comment tu vis tout ça? Est-ce que tu as l'impression que ça allait très vite? Est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu? Enfin, tu vois, tu te places comment par rapport à ça? Moi, j'en rigole souvent avec ceux avec qui je m'entends bien, que ce soit le préparateur athlétique ou même des joueuses avec qui je m'entends bien. À chaque fois, je leur dis que c'est pas l'âge qui fait l'expérience en rigolant, mais au final, c'est vrai parce que ça va faire ma 7e année ici, je crois, dans l'Hexagone. Et j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis ici. Je suis arrivé, j'avais 16 ans, j'étais encore un bébé, je quittais mes parents. Je rentrais au lycée, il fallait que je fasse mon bac. Enfin, il y a eu plein de changements, que ce soit culturel, que ce soit au niveau de la météo. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vécu 7 vies différentes en 7 années. Et tu vois, tu parles de la météo. Sur ta première année en France, est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça, par rapport au nouveau climat, par rapport à la nouvelle culture, etc. Au tout début, je mangeais pas beaucoup parce que j'aimais pas trop la nourriture. Après, Faut dire les termes. ouais, désolé, mais je mangeais du colombo, des haricots rouges de ma maman et tout. J'arrive, je mangeais des haricots verts tous les jours, c'était pas bon. Je suis désolé, c'était vraiment pas bon. Et après, en ce qui concerne la météo, je sais que ma première saison, mon premier hiver, je m'entraînais en parka parce que j'avais trop froid. Ouais, je m'entraînais. Donc toi aussi, tu étais coach. Il y avait coach et coach. J'étais la seule. Des gros physiques avec la pluie et tout. Je pouvais pas, j'étais obligé, parka obligé. Sinon, je pouvais pas m'entraîner. Ok, mais en parlant de la Guyane, justement, ce qui est très intéressant, c'est que très jeune, alors je sais pas si toi tu réalises, mais tu es devenu un symbole pour la Guyane. Tu étais la première joueuse à être aussi en équipe de France. Il y a un stade qui a été inauguré en ton nom. Comment tu le vis ça? Est-ce que tu es consciente de ce que tu représentes ou vraiment c'est quelque chose que tu ne prends pas trop au sérieux? C'est bien que tu parles de conscience parce que c'est vrai que quand j'étais encore très jeune,
Je me rendais pas forcément compte parce que je faisais ma vie, je jouais au foot, je faisais ce que j'aimais et au final je me rendais vraiment pas compte de tout ce que ça développait autour. Et aujourd'hui, quand je rentre en vacances et que des gens commencent à me reconnaître, je me dis bah, que mon statut il a changé et que oui, aujourd'hui je représente forcément quelque chose. Pareil, quand j'ai dû inaugurer le stade à mon nom, au départ ce sont des choses, enfin ça paraît un peu abstrait, on s'en rend pas vraiment compte et au final avec le temps, quand je rentrais chez moi et que je passais tous les jours devant le stade et que je voyais mon nom, je me suis dit ah ouais quand même, regarde c'est quelque chose là. Mais ouais, c'est vraiment avec le recul qu'on s'en rend compte. Sur le moment, Cette histoire de stade, ça s'est fait comment? C'est un projet qui a pris du temps ou très rapidement, quand tu es arrivé en France, on t'avait sollicité, on t'a dit qu'un jour le stade porterait ton nom. Tu vois, explique-nous un peu le process par rapport à ça. bah, quand je suis arrivé en métropole, bah, le stade c'était encore de la terre battue, je jouais encore D'accord. dessus à ce moment-là. Et il y a eu un projet qui s'est fait, maintenant c'est un synthétique, il y a eu tout un complexe sportif autour. Et franchement ça s'est fait de façon un peu inédite. En fait, j'allais Ok. chez le kiné, j'étais rentré en Guyane pendant les vacances, j'allais chez le kiné, j'ai croisé le maire de la ville. Et elle m'a dit, tiens d'ailleurs il fallait que je te parle, on est en train de rénover le stade et je voulais qu'on donne ton nom. Je lui dis ah ouais, vas-y oui, oui. Je lui ai dit bah ok. Et ça s'est fait comme ça, après bah, il y a ces adjoints qui ont pris contact avec moi et ça s'est fait assez rapidement parce que au moment où ils m'ont sollicité, le complexe il était déjà sur la fin. D'accord. Donc ouais, ça s'est fait vite. En plus, c'était le bon timing. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que depuis qu'il y a eu tout ça en Guyane, est-ce que tu sens que sur le foot féminin, bah, tu as inspiré beaucoup de filles, tu as donné aux filles l'envie de pratiquer aussi ce sport? Enfin, je sais pas si j'ai incité beaucoup de monde, je sais forcément que les choses se développent en Guyane, qu'il y D'accord. a de plus en plus de licenciés féminines et qu'il y a un vrai championnat qui se met en place. Je vais le ressentir vraiment quand je vais rentrer en Guyane ou quand je vais rencontrer des filles qui jouent au foot en Guyane. Et petite anecdote, j'ai une petite cousine à moi qui, je ne savais même pas qu'elle jouait au foot. Et un jour, on m'a montré un TikTok où elle disait en gros qui est la personne qui t'a inspiré à jouer au foot. Et elle a mis que c'était moi alors que je savais même pas qu'elle jouait au foot parce que bah, elle est toute petite et enfin j'ai pas forcément le contact. Et c'est vrai que quand il se passe des choses comme ça, je me dis bah dans un sens j'ai peut-être inspiré certaines personnes, certaines filles. Et moi ce qui m'intéresse au-delà des filles, c'est vraiment d'inspirer beaucoup plus de jeunes, pas forcément le public féminin, D'accord. mais vraiment voilà inspirer les jeunes à faire quelque chose de leur vie. Ah, mais ce que tu dis, c'est puissant parce que moi, avec du recul, j'ai 34 ans, donc je suis engagé. Tu vois, je suis quelqu'un de très engagé, mais à ton âge, j'étais beaucoup plus centré sur moi-même, tu vois. Et vraiment d'être consciente à ton âge de tout ça, je trouve que déjà c'est louable. Donc vraiment, toutes mes félicitations par rapport à ça. J'ai beaucoup d'admiration. Et est-ce que tu redoutes pas qu'à un moment donné, ça prenne trop de place, le fait d'être engagé comme ça? Non, parce que bah, ça m'est un peu tombé dessus en fin de compte. Enfin, je ne l'ai pas demandé et malgré ça, j'ai quand même eu les épaules qu'il fallait à l'âge que j'avais pour surmonter tout ça. Et au final, c'est pas quelque chose qui me préoccupe. C'est là, enfin, je fais avec, mais Ouais. voilà, je dors bien, je pense pas à ça. Enfin, je fais ce que j'aime, mais après, les répercussions, enfin, tout le bonus après, tout le plus autour, c'est vraiment bonus. Ok. Et du coup, alors, pour rester sur la Guyane, mais non pas seulement par rapport à ce que tu représentes, mais quand tu vivais là-bas, est-ce que le foot, ça a toujours été ton rêve numéro un, ou à côté, il y avait autre chose? Bah, déjà, quand j'étais en Guyane, je jouais en mixité. C'est quand je suis arrivé sur la métropole que j'ai commencé à jouer avec des filles exclusivement. Et à côté, je faisais du taekwondo. Après, j'ai fait d'autres sports dans ma jeunesse. J'ai fait de la gymnastique, je fais de la capoeira. Et je faisais des percussions. J'aimais beaucoup la musique. Donc, ouais, je pensais à pas mal de choses. Et autour de mes 13 ans, il a fallu que je commence à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Enfin, là où je voulais vraiment me diriger. Et mes parents, pareil, ils commençaient à me poser la question. Et je leur ai dit que j'allais faire du foot parce que ça rapportait plus d'argent. Il faut gérer les termes, non, c'est C'est important. Et du coup, par rapport au foot, est-ce que tu penses que tes autres sports t'apportent quelque chose en plus dans le foot? Ouais, c'est sûr. Bah, déjà par rapport à une footballeuse classique,
je suis assez souple. Bon, je suis pas souple tel une gymnaste, j'ai perdu pas mal de choses, mais je suis quand même assez souple, assez mobile. Et après, il y a le taekwondo que je pratiquais encore jusqu'à ce que je rejoigne l'Hexagone. Et c'est vrai que dans la mentalité, dans le fait de gérer mon stress, le fait d'avoir voilà, une self-motivation, une motivation intrinsèque, tout ça, ça m'aide à gérer pareil, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est enjeu, tout ce qui est public, enfin, toutes les agitations autour de ce qui nous concerne en vrai, qui est le terrain vert. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tu étais sur des sports individuels, tu as basculé sur un sport collectif, mais est-ce qu'au final, dans le sport collectif, c'est pas aussi du sport individuel? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par rapport aux différents enjeux, est-ce qu'au final, dans un sport co, c'est vraiment beaucoup plus collectif qu'un sport individuel, selon ton point de vue? Moi, je pense que le football, c'est le sport collectif le plus individuel. Parce qu'on va pas se mentir, on a beau être une équipe, on joue pour nous avoir déjà des performances, pour se montrer, pour avoir de la visibilité auprès des clubs, auprès des sélections, pour faire gonfler des contrats, des sponsoring. Tout ça, on le fait pour nous. Et c'est vrai qu'on va se servir d'un collectif pour pouvoir atteindre nos objectifs à nous individuels, mais toujours dans l'intérêt du collectif. Et c'est là où c'est très compliqué. Par rapport à ce que tu fais à côté du football, donc moi je voudrais revenir sur les études de kinésithérapie. Donc pourquoi et comment ça est arrivé dans ta vie? Est-ce que c'est par des amis, par des proches? C'est arrivé parce que lorsque j'avais 14-15 ans, j'ai eu une entorse au genou et j'ai dû faire une rééducation et j'ai grave adhéré. J'ai grave adhéré parce que déjà j'avais un bon feeling avec le kiné qui s'occupait de moi et même j'ai bien aimé voir comment on pouvait aider les gens dans leur quotidien, comment on pouvait les aider sans forcément que ce soit des sportifs mais à se sentir mieux. Enfin, le fait d'aider, ça m'a beaucoup inspiré et du coup c'est venu comme ça. Et j'ai fait un bac S pour pouvoir par la suite intégrer une école de kiné. Donc j'ai fait un bac S, j'ai fait une L1 STAPS avec une passerelle kiné. Et derrière j'ai entamé ma première année de kiné que j'ai fait en 2 ans. Parce qu'avec le statut sportif de haut niveau, on a la possibilité de dédoubler les années. Trop bien. Ça, c'est quelque chose même que les autres devraient savoir. Ouais, enfin il n'y a pas beaucoup qui le savent. Donc honnêtement, avec la charge de travail qu'on a à la fois à l'école et ce qu'on doit faire en tant que sportif, on est obligé de bénéficier en quelque sorte d'un aménagement et c'est là où c'est important d'avoir cette possibilité-là. Donc j'ai entamé ma première année que j'ai fait en 2 ans et après lorsque je suis arrivé au PSG, je me suis éloigné de l'école, du coup j'ai fait une interruption de scolarité. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, j'avais en gros 5 ans pour reprendre les études de kiné. Ok, et donc si au bout de ces 5 ans-là, tu n'as pas repris, ça enlève tout ce que tu as... Voilà. Ok. Et ton rapport à ton corps, justement, vu que tout au long de ta carrière jusqu'à ce jour, tu as eu ce rapport avec la kinésithérapie, est-ce que du coup ça t'a permis de toi de te professionnaliser, on va dire, dans la gestion de ton corps? Ouais, c'est vrai que je pense que par rapport à d'autres joueuses, je me connais peut-être beaucoup mieux, même si je suis jeune. Il y a certaines notions qui m'aident dans le fait de savoir, si j'ai une tension sur un certain muscle, je sais que je peux aller chercher le muscle antagoniste pour savoir comment je peux relâcher ces tensions-là. Enfin, il y a des choses qui me parlent assez facilement, même quand je discute avec les kinés ou quand ils m'expliquent les blessures. Enfin, tout ça, ça m'aide à comprendre déjà pourquoi on se blesse, comment on se blesse et qu'est-ce qui est important à faire pour ne pas se reblesser au même endroit ou pas risquer de se blesser à un autre endroit. Oui. Et par rapport à... Parce que tu as eu quand même deux graves blessures, on est la team ligament croisé. Comment tu gères ça, justement? Le fait d'avoir des longues blessures, mais en même temps d'avoir quand même une connaissance de l'aspect médical. J'ai pas trop à gérer. Je sais pas trop à gérer parce qu'en fin de compte, on s'occupe vraiment très bien de nous au club. Du coup, moi, dans ma tête, au final, je les ai les notions. Quand on me parle, quand on m'explique quelque chose, le lien, je le fais beaucoup plus facilement. Et après, voilà, je gère pas vraiment grand-chose. Mais auprès des autres joueuses, est-ce qu'il y en a qui te questionnent? Tu vois, est-ce qu'elles sont au courant de ce parcours aussi, sur la kinésithérapie? Si oui,
Est-ce que du coup il y a des joueuses qui te questionnent un petit peu pour apprendre à en savoir un peu plus sur leur corps? Quand j'étais au Paris FC, quasiment tout le monde le savait parce que c'est un club où on prône beaucoup le double projet. D'accord. Du coup, au final, on sait à peu près tout ce que chacune des filles fait en dehors du foot. Et par contre, quand je suis arrivé au PSG, j'en ai pas trop parlé. Donc en général, les gens, ils savent pas trop. Bah, c'est bien que tu parles de double projet, parce que moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très attentif. Parce que là, je parle un peu du foot masculin, mais c'est une problématique qu'on peut rencontrer aussi dans le foot féminin. La reconversion, généralement, elle est assez complexe. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a Steve Mandanda qui s'exprimait, qui disait qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire après. Moi, je pense que le double projet, limite, ça doit être une obligation. Tu vois. Parce que, encore une fois, selon le parcours que tu as, peut-être que tu vas arrêter tôt, peut-être que tu vas faire une longue carrière, mais on sait à quel point c'est compliqué de s'inscrire sur le long terme. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'importance d'un double projet dans une carrière? Je pense que c'est quelque chose on ne peut pas y échapper. Au bout d'un moment, il va vraiment falloir se poser la question. Il y en a qui prennent le temps de se la poser parce qu'ils se disent qu'ils sont jeunes. Mais comme tu disais, on ne sait jamais à quel moment ça va s'arrêter. Moi, j'ai vécu 2 grosses blessures et à chaque fois, c'est une petite piqûre de rappel pour me dire, Oriane, tu sais jamais, peut-être que tu veux jouer jusqu'à 45 ans, mais ton corps, il ne suivra pas jusqu'à ce temps-là. Donc, forcément que je me pose la question. Et honnêtement, il y a des jours où on rentre de l'entraînement, on a envie de rien faire, mais on se pose quand même la question parce qu'on se dit qu'il y a quand même une vie après. Et toi, par rapport justement au temps libre là, que tu viens d'évoquer, tu as toujours un lien avec tes études ou bon, même si officiellement tu as dû reculer, mais est-ce que officieusement quand même tu travailles encore dessus? J'avoue que pas trop, plus trop. J'y pense même quasiment pas du tout parce que je pense plutôt à investir. Ah, d'accord. En ce moment, c'est plutôt ce qui m'intéresse, donc je me positionne plus là-dessus. Et après, j'essaie aussi de voir quel business que je pourrais développer plus tard après le foot. Mais je me dis que j'ai toujours cette option-là sous la main si jamais j'ai envie de reprendre d'ici 3 ans ou même plus tard après, même si je reprends un cursus normal. Transition toute faite, puisque je voulais parler d'argent. Tu vois, on dit souvent, et c'est un constat que je fais aussi, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent très vite, que j'ai très mal géré par la suite. Et je pense que les sportifs de haut niveau manquent d'éducation financière, tu vois. Toi, sur cet aspect-là, est-ce que c'est un sujet qui a toujours existé, l'argent, et qu'au final, on t'a toujours expliqué très tôt qu'il faut épargner, etc., etc., ou c'est quelque chose que tu as appris quand tu as commencé à gagner de l'argent? Non, je l'ai appris assez tôt parce que je suis parti de chez moi à 15 ans et à ce moment-là, c'est quand même des responsabilités qu'il faut apprendre à gérer. Donc avant même que je parte, mes parents ils m'avaient déjà appris ou évoqué comment il fallait épargner, comment gérer son argent. Donc, et après, j'ai aussi la chance de ne pas être quelqu'un qui dépense trop en vrai, donc j'ai pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que je pense qu'on est très mal éduqué et même au-delà, pour ceux qui ne sont pas éduqués, au final, il faudrait avoir une aide et peut-être que parfois on a peur de la demander cette aide-là ou qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Il y en a qui ne sont pas à l'aise avec l'argent, qui ont peur d'en parler. Donc ouais, je pense que on est peut-être peu à savoir gérer l'argent, savoir avoir un bon rapport avec l'argent. Je pense qu'on est peu à l'avoir. Et en plus, c'est paradoxal parce qu'on est dans des milieux où il y a beaucoup d'argent. Tu vois, on est dans des milieux où il y a beaucoup d'argent. Mais justement, quand on a trop, on ne sait pas comment faire. C'est vrai. Et c'est un sujet tabou. Est-ce que, par exemple, que ce soit après les entraînements ou en déplacement, ou peu importe, après un match, est-ce que ça vous arrive vraiment de vous poser et de dire, moi, je pense qu'en ce moment, il faut investir dans ça, etc., etc. Ou c'est pas trop un sujet de vestiaire? Après, je ne sais pas comment ça se passe dans tous les vestiaires ou avec des garçons, mais je sais que les filles, j'ai l'impression que c'est un tabou, un sujet d'état. Franchement, on ne parle pas d'argent. Même pour parler de salaire, pour parler d'investissement, on ne parle jamais d'argent. Est-ce que selon toi, ça témoigne d'un tabou, tout le monde a peur, ou c'est peut-être la concurrence parce qu'on sait qu'un tel touche plus, une telle touche plus, une telle touche plus, etc. Justement, ça pourrait aider au final à développer le foot. C'est-à-dire que si moi j'ai 22 ans et je dis que je prends 10 000 euros et qu'il y a une petite qui a 20 ans qui est prometteuse,
qui est en fin de contrat et qui a envie de prolonger, je lui dis bah écoute, moi je prends 10 000, essaie de prendre plus. Enfin, c'est comme ça qu'on va réussir à développer le foot, à développer les salaires. Mais si on n'en parle pas et qu'on a... Enfin, c'est limite comme si c'était un complexe en fait. On n'a pas envie de parler d'argent, on n'a pas envie de parler de salaire, alors que ça pourrait aider à développer les choses. On essaye souvent d'opposer foot masculin, foot féminin, tu vois, que ce soit médiatiquement, etc. Et on amène toujours des débats sur on devrait avoir les mêmes salaires chez les filles que les garçons, etc. etc. J'ai pas forcément envie de t'emmener sur le truc où tu devrais faire un choix, mais toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Je te dis pas que c'est bien ou c'est pas assez bien, mais comment tu te positionnes? Moi, je dis qu'il faut qu'on soit réaliste parce que les filles ne rapportent pas ce que rapportent les garçons, tout simplement. Enfin, ça va dans les deux sens. Si on veut quelque chose, il faut que derrière, enfin, que les gens puissent faire du bénéfice grâce à nous. Et au final, aujourd'hui, enfin, on n'est pas à la hauteur des garçons et il faut en être réaliste, il faut en être conscient. Donc, on ne peut pas non plus demander tout ce que les garçons ont. Mais tu vois, des fois, j'ai l'impression qu'on se trompe de combat. Dans le sens où, moi, j'ai 34 ans. Quand j'étais petit, les filles jouaient avec nous. Et il n'y avait pas de section sportive, etc. C'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et je trouve que d'hier à aujourd'hui, il y a eu une grosse avancée. Après, on peut toujours faire mieux, tu vois. Mais j'ai l'impression que, vu qu'on compare toujours au foot masculin, donc on oublie de regarder les avancées du foot féminin. Par rapport à ce que tu as vu depuis que tu es en métropole, toi, comment tu vois l'évolution du foot féminin? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on est encore loin du compte? Tu vois, il y en a qui aiment bien comparer à l'Allemagne, aux États-Unis, etc. Et tu vois, j'ai l'impression que, par contre, chez les filles, il y a une forme d'engagement. Le fait d'être joueuse, déjà, vu que bah, des fois, c'est pas forcément souhaité dans les familles et tout, déjà, ça, c'est un engagement. Tu vois. Donc, ouais, de manière générale, quel regard tu as aujourd'hui sur le foot féminin? D'un point de vue global, c'est sûr qu'il y a eu des avancées qui ont été faites et on ne s'en rend pas forcément compte, comme tu disais, parce qu'on va regarder ailleurs. Mais moi, quand je regardais encore l'équipe de France à la télé, quand j'avais 15 ans, au final, quand moi j'y arrive 7 ans après, je me dis que c'est pas du tout pareil. Et j'ai l'impression que c'est le foot aujourd'hui de haut niveau féminin, il est plus aussi accessible qu'avant parce qu'il y a plus de joueuses, il y a beaucoup plus de joueuses de qualité aujourd'hui qui sont déjà en place et c'est dur d'aller les retirer d'où elles sont. Donc je pense que en termes de niveau, déjà il y a eu un progrès, ça c'est sûr, en termes de médiatisation, en termes d'accessibilité, enfin dans tous les domaines, je pense qu'on a avancé et c'est sûr qu'on peut faire mieux, mais il faut quand même dire bravo pour ce qui a été fait. Bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas reconnaissant par rapport à tout ce qui a été fait. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Non, je pense que sur ça, on est tous d'accord. Et pour aller plus loin sur le sujet, tu sais, moi, en tant qu'homme, j'ai l'impression que quand je défends ou que je valorise le foot féminin, les autres me regardent un peu, qu'est-ce qu'il fait lui? Tu vois. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une forme de, je ne vais pas dire de rejet par les hommes, c'est pas ça, mais un peu sceptique, tu vois, par rapport au fait de mettre en avant le foot féminin comme si ça ne devait appartenir qu'aux femmes, chose que moi je ne défends absolument pas, tu vois. Mais est-ce que en tant que joueuse, tu as cette impression-là? Ou peut-être les hommes ont un peu de mal à... Bah, je pense qu'ils ont forcément, enfin je dis les hommes, ils ont forcément une part de responsabilité. C'est sûr qu'ils pourraient nous aider de par leur notoriété, de par la visibilité qu'ils ont à porter notre voix. Et il y a des actions de communication qui sont faites à travers des clubs, à travers des sélections où on met les deux équipes en commun et ce sont des choses qui marchent parce que forcément ça parle à plus de personnes et on atteint un public beaucoup plus large que si on ciblait seulement les femmes. C'est vrai que si on prend même l'exemple d'Instagram, par exemple, en gros ce que tu mets en avant c'est, je sais pas moi, un club, pour pas aller plus loin, un club qui au lieu d'avoir une page fille et une page garçon, qui regroupe les deux, et forcément ça touche une audience... Pas forcément regrouper les deux pages, mais avoir des posts en commun, faire des collabs sur certains... En plus avec des actions simples, au final tu peux avoir une portée super importante. Et pour rester
Alors sur le foot, mais d'une manière un peu décalée par rapport à l'association avec laquelle tu t'engages, dont tu es marraine, c'est Graines de footballeuse, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi et ce que voilà les actions que tu mènes un peu avec GDF? Je suis renseigné quand même. C'est une association que j'avais découverte sur les réseaux sociaux D'accord. et que je voyais aussi souvent autour des stades parce que à l'époque j'avais l'impression que c'était une association voilà, qui se déplaçait beaucoup, qui ramenait des filles autour des stades et la présidente avait pris contact avec moi via les réseaux. Elle m'avait expliqué un peu le projet sur le fait que le but c'était vraiment de développer le football féminin et de remettre la femme à sa place dans le monde du foot et dans le monde du sport. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment parlé, qui m'avait vraiment touché parce que je suis une joueuse engagée et que j'avais envie forcément de laisser une petite empreinte de moi dans le foot, dans le monde du sport et du coup ça s'est fait comme ça. Et du coup, tu arrives à les... Enfin, je parle de présence physique. Tu arrives à les voir assez régulièrement? Au début, donc c'était il y a 3-4 ans, j'essayais d'y aller assez souvent le week-end, donc enfin assez souvent, au moins 3-4 fois à l'année, j'essayais d'aller les voir et au-delà des jours où moi je me déplaçais, je les voyais parfois autour des stades, donc en tribune. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivé au PSG, avec l'enchaînement des matchs, le fait de jouer plus de compétitions, de jouer plus de matchs, c'est vrai que j'arrive moins souvent à y aller moi, mais je les vois, par exemple quand ils viennent voir des matchs, j'essaie vraiment de prendre le temps à la fin des matchs pour discuter avec les filles, discuter avec le staff. Parce que voilà, tu es vraiment quelqu'un d'engagé. Est-ce que tu as d'autres projets en tête? Alors peut-être des projets que tu peux évoquer et d'autres non, mais est-ce que tu as d'autres idées? Est-ce qu'il y a des petits trucs qui te viennent en tête sur d'autres engagements que tu pourrais apporter? Moi, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis assez souvent, enfin depuis que je suis arrivé dans l'Hexagone, c'était de créer l'équivalent d'un pôle espoir en Guyane. Ah, ok. Parce que je sais qu'il y en a un à La Réunion, enfin je ne sais pas si c'est agréé à la FFF, mais je sais qu'il y en a un à La Réunion. Et peut-être aux Antilles, mais je suis pas sûr. Pour les garçons, de sûr, mais pour les filles, je suis pas sûr. Donc ouais, vraiment développer quelque chose là-dessus. Par rapport à l'idée de fonder un pôle espoir en Guyane, est-ce que c'est un projet que tu aimerais mettre en place assez rapidement ou quand même bon forcément priorité à ta carrière à toi, bien évidemment, mais si tu devais te mettre un petit échéancier, tu verrais ça sur combien de temps? C'est vraiment hyper abstrait parce qu'au final, j'ai pas beaucoup de notions aujourd'hui sur comment fonder une structure, une telle infrastructure avec tout ce qui va avec, hein, que ce soit le staff, que ce soit la direction et tout. Aujourd'hui, je sais pas trop. Donc honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je pense que je dois, et je pense que je le fais déjà, mais profiter de la notoriété que j'ai aujourd'hui pour pouvoir déjà commencer à avoir des contacts, savoir de quelle personne je pourrais me rapprocher si demain c'est quelque chose que j'ai envie de concrétiser. Et là aujourd'hui, si on fait un constat par rapport au football féminin en Guyane, une jeune joueuse qui aimerait suivre ton parcours, ça se passe comment? Est-ce qu'au départ, elle joue avec les garçons? Quelles sont les différentes structures qu'il y a déjà? Je pense que comme ça se fait ici, aujourd'hui, je pense que les filles, elles jouent avec les filles. Et peut-être au final qu'en Guyane, il y en a qui ont encore la possibilité de jouer avec les garçons. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas censurer, le fait de pouvoir jouer avec les garçons, parce que pour moi, le niveau, il est supérieur. Donc, une fille qui joue avec des garçons jusqu'à 13-15 ans, peut-être qu'elle aura des aptitudes beaucoup plus élevées que si elle avait commencé le foot avec les filles. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Mais ouais, une fille qui veut par exemple rejoindre la métropole, je pense que voilà, elle fait son parcours classique en club en Guyane et elle vient soit faire des tests en club ou soit elle fait des interligues. Donc pour la Guyane, il faut d'abord faire des oppositions avec
les Antilles, donc Guadeloupe, Martinique, pour faire une sélection anti-Guyane qui viendrait sur la métropole faire des interligues. Et après, à ce moment-là, il pourra accéder à un stage à Clairefontaine où il y a les recruteurs de pôle. Donc ça, c'est ce qui ressemble le plus à ce que moi j'ai fait. Et par rapport à tout ce que tu fais et ton parcours, parce qu'encore une fois, il y a plein de choses, mais tu n'as que 22 ans, tu vois. Quelles sont les valeurs qui, à ton avis, t'ont mené jusque là où tu es aujourd'hui? Je dirais en un, le respect. En deux, je dirais que c'est ma détermination. Parce que je tergiverse pas trop en fin de compte. Et je pense qu'au final, j'ai pas trop le temps pour ça. Parce que même quand c'est compliqué, je me dis, tu vis à 8000 km d'ici. Donc, désolé pour le langage, mais on s'en fout. Ouais. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. Et après le travail, parce que je suis quelqu'un vraiment qui prend le temps de faire les choses correctement. Enfin, je suis assez assidu. Il y a un moment où j'avais décidé de prendre un préparateur athlétique en dehors du club, ça n'avait pas trop plu d'ailleurs à ce moment-là. À quel âge tu avais fait ce choix-là? À 19 ans. Waouh. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup apporté. Et c'est vrai que c'est un tabou auprès des clubs, c'est quelque chose qui n'est pas très apprécié. Mais au final, si la joueuse elle sent qu'elle en a besoin et que ça lui apporte vraiment quelque chose, et que la communication elle est faite de façon claire et précise dans les deux sens, je pense que tout le monde y gagne. Ok. Tu vois, je dis waouh parce que à ton âge, tu as déjà fait beaucoup de choses. Et pour la suite de ta carrière, forcément, il faut continuer comme ça à être bien entouré. Mais en parlant de l'entourage, j'aimerais savoir, toi, quelle importance tu donnes à l'entourage? Est-ce que tes matchs, tu débriefes avec des personnes autour de toi? Enfin, comment tu es structuré autour de toi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la réussite d'un sportif, c'est surtout la qualité d'un entourage. Tu vois, donc toi, comment tu travailles par rapport à ça? C'est vrai que on n'en parle pas forcément beaucoup, mais au final, ce qu'il y a autour de nous, d'un côté, c'est ce qui nous représente. Moi, j'avais des amis à l'époque quand j'étais en Guyane qui n'ont pas choisi la voie que moi j'espérais qu'ils choisissent, mais bon, on ne choisit pas pour tout le monde. Et au final, ce sont des gens de qui je me suis éloigné. Aujourd'hui, j'ai un conseiller sportif avec lequel je discute de mes performances, de mes matchs, avec lequel je vais élaborer une certaine stratégie de carrière, donc sur le court, sur le long terme. Et après, en ce moment, ce que j'aimerais vraiment mettre en place, et j'en ai discuté avec le club, c'est tout ce qui est analyse vidéo. Okay. Donc, je suis un peu en autonomie. Je demande, par exemple, des matchs que j'aimerais visionner. On me les transmet et après, c'est à moi de les analyser. Donc, là, je vais me lancer là-dessus et je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'apporter beaucoup. Carrément. Et vraiment, là, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Ceux qui durent dans le temps sont ceux qui se professionnalisent. Certes, c'est un sport, mais maintenant, c'est ton travail. Et plus tu vas être carré dans ton travail, le talent, tu l'as. Donc, plus tu vas être carré dans ton travail, et forcément, ta carrière, elle va s'inscrire sur le long terme. Mais vraiment, en tout cas, je te félicite par rapport à ça, parce que je trouve que tu es très éveillé sur la partie invisible, en fait. Et aujourd'hui, on le voit, comme tu l'as dit tout à l'heure, forcément, il y a plus de niveaux chez les filles. Donc, les matchs sont plus physiques, il y a plus de matchs qu'avant. Et forcément, ça demande une analyse, ça demande de prendre soin de son corps, etc. Par rapport à tout ça, est-ce que tu penses que les joueurs et joueuses, parce que ce n'est pas propre qu'à l'un ou à l'autre, prennent conscience de ça? Ou à chaque fois, ça vient de l'entourage? Est-ce que tu penses que d'eux-mêmes, ils prennent conscience de ça ou c'est quelque chose qui... Comme on n'est pas tous fait pareil, qu'on n'a pas tous la même mentalité, la même sensibilité, je pense vraiment que c'est subjectif et que ça dépend vraiment d'un joueur à l'autre. Il y en a qui vont s'en rendre compte très jeunes parce que peut-être qu'ils auront eu des blessures qui vont les forcer à ce moment-là de prendre conscience de tout ça. Il y en a, ça va venir un peu plus avec le temps, avec la répétition, parce qu'au final, partout où on passe, quels que soient les clubs, quelles que soient les sélections, notre hygiène de vie, le travail invisible, tout ça, on nous en parle pendant des heures et des années. Donc, je pense qu'il y en a, ça met du temps à venir, il y en a qui ne voient pas l'importance de s'occuper plus de ça, mais
en fin de compte, comme le niveau il s'élève, comme les exigences elles s'élèvent aussi, bah, au bout d'un moment, tout le monde est forcé de s'y mettre. Bien sûr. Au niveau de l'image, parce que un petit peu plus tôt dans l'interview, tu parlais de sponsors, etc. Au niveau de l'image, parce que je sens que tu es vraiment consciente de ce que tu représentes, maintenant en termes d'image, pareil, comment tu travailles? Est-ce que tu veux avoir le plein contrôle, par exemple, de tes réseaux sociaux, ou tu es plus à te dire que je vais m'entourer de professionnels qui vont tirer mon image vers le haut? Moi, j'ai quelqu'un qui va gérer mes réseaux. D'accord. Donc voilà, qui va gérer toutes les publications, mais enfin, je vais toujours avoir un regard là-dessus. C'est toujours moi qui donne mon veto ou pas, mon accord ou pas, pour poster des stories, des posts. Et après, pareil, sur les médias, s'il y a des interviews que j'ai pas envie de faire, ben, je dis que j'ai pas envie et puis ça s'arrête là. En termes d'importance, justement, par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que pour toi c'est un must, on doit absolument travailler son image, ou tu te dis plus que de toute façon les performances sportives vont mettre en avant? Je pense que les deux vont ensemble en vrai, parce que c'est vrai que les performances, bah, au final c'est ça le plus important. Faut pas se tromper de travail, faut pas se tromper d'objectif. Le plus important et ce qui fait notre vraie valeur, c'est ce qu'on va faire sur le terrain, mais bah, il faut savoir le booster avec tous les outils qu'on a autour. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, les médias, c'est un outil inévitable si on veut vraiment booster notre image et voilà, aller chercher des choses bah, qu'on n'aurait pas si on n'utilisait pas forcément ces outils-là. C'est marrant parce que moi, quand je jouais, on va dire que c'était le tout début des réseaux sociaux, mais vraiment le tout début. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que, par exemple, une joueuse qui a une grosse communauté, même si elle a des qualités un peu, comment dirais-je, je ne veux pas dire qu'elle n'a pas le niveau, mais des qualités un peu moindres, est-ce que ça peut quand même faire basculer la décision auprès de certains clubs? Moi, je vais être honnête. Franchement, je vais être honnête avec toi. Pour moi, il y a des joueuses qui sont surcotées, qui se retrouvent dans des clubs où elles ne devraient jamais jouer. Okay. Après, c'est mon avis, mais l'image, ça joue forcément. Ça peut faire peser la balance. Et honnêtement, il y a des gens qui sont surcotés. Désolé, mais c'est vrai. Et à l'inverse, quelqu'un qui gère mal son image, est-ce qu'au final, ça ne peut pas le pénaliser? Ça dépend de quel niveau, je pense. Okay. Parce qu'en fin de compte, bon joueur, même si tu gères mal tes réseaux, les directeurs sportifs, ils sont censés se concentrer sur ce que toi tu fais sur un terrain. Je pense que c'est sûr que l'image que les médias vont donner de toi, les notes que tu peux avoir sur certains matchs, ça peut faire jouer. Mais honnêtement, comme je disais, le plus important, le critère premier, c'est le sportif. Donc, je pense pas que ce soit pénalisant. Ok. Tu vois, moi, je milite pour que les joueuses et les joueurs soient beaucoup plus regardants sur ce qu'ils signent. Que ce soit un contrat en club, du sponsoring, peu importe. Est-ce que, alors même si tu as un conseiller, et je suppose que ça travaille très bien, mais est-ce que quand même, tu es quelqu'un qui relit ses contrats, qui essaye de comprendre vraiment ce dans quoi elle est, etc. etc. J'avoue qu'au début, il y a encore quelques années, je regardais la partie qui m'intéressait, donc ce qui était rémunération, ce qui était prime, ce qui était avantage. Au début, je regardais vraiment que ça, mais je sais qu'à l'avenir, je ferai beaucoup plus attention à ce que je signerai. Et pareil, tout ce qui est droit d'image sont des choses sur lesquelles il faut vraiment qu'on soit attentif et qu'on les relise. C'est hyper important. Ouais, non, c'est important. Parce que des fois, moi, ce que je peux reprocher aux joueuses et aux joueurs, c'est de déléguer les yeux fermés. Bien évidemment, chacun ses missions. Je pense que le travail d'un conseiller est primordial parce qu'un bon conseiller va forcément t'orienter sur les meilleurs choix possibles. Parce qu'encore une fois, une carrière réussie, c'est une succession de bons choix. Tu as des joueuses et des joueurs très talentueux qui font des carrières qui ne sont pas forcément à l'image de leur talent parce qu'à un moment donné, il faut faire les bons choix. Mais je pense aussi que c'est important quand même d'avoir un regard sur ce qui se fait. Parce qu'au final, comme tu le disais tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux, c'est toi qui joues. Donc il y a peut-être tel club qui va sembler bon, mais peut-être que, je sais pas, l'ambiance, le truc, tu vas pas le sentir. Et je pense que c'est important quand même, malgré tout, que, voilà, que le joueur ou la joueuse reste
au cœur du projet et sois regardant sur ce qui se fait. Parce qu'encore une fois, tout le monde va faire de l'argent sur toi. Le club, le conseiller, ceci, cela. Mais c'est important que toi-même, tu sois bien au courant de tout ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui. Moi, je te rejoins là-dessus parce que on m'a souvent dit, mon père me disait souvent, on fait confiance qu'à Dieu. Et du coup, on ne peut pas tout déléguer. Enfin, pour moi, faire confiance à quelqu'un à 100%, c'est quelque chose, c'est pas concevable pour moi. C'est-à-dire que même si je te fais confiance, même si je compte sur toi, bah, j'aurai toujours une certaine réticence, une certaine méfiance, parce qu'on on sait jamais, on est humain, donc l'erreur est humaine, donc moi je fais toujours attention à tout ce qui peut arriver. Ce que j'aimerais bien là, que tu nous fasses, est-ce que tu peux nous expliquer une journée type? Oriane, sa journée type. Oriane Day. Hashtag Oriane Day. Oriane réattelée. Voilà. En ce moment, je vais me réveiller autour de 7h30. Ok. Je prends mon petit déj, ma douche. Je vais commencer à 9h au club. Donc, on commence sur table, on est vu par les kinés, un peu de mobilisation, massage, juste histoire de préactiver avant l'entraînement. Et du coup, on passe en salle avec le préparateur athlétique et on fait une séance de renforcement musculaire qui va durer à peu près 1h45 minutes. Et après, on va sortir sur le terrain pour faire la partie appui, la partie course. Et du coup, ça se passe comme ça, on fait encore une bonne heure sur le terrain. Et après, douche, repas, je repasse en soin l'après-midi. Et à 15h30, 16h, ma journée est finie, donc je rentre chez moi. Si je suis très fatigué, je fais une sieste. Ou sinon, je m'occupe comme je peux. Et après, je vais remanger le soir vers 19h30, 20h. Et en général, à 21h30, je suis au lit. Ok. C'est carré. Ouais, c'est à peu près pareil tout le temps. Non, c'est bien, c'est bien. Et tu vois, sur la gestion de la blessure, là tu parles d'entraînement individuel, comment on le vit? Parce que forcément on est un peu en marge du groupe. Tu vas être avec tes coéquipières, mais il y a un moment où tu vas partir toute seule. Et je te pose cette question parce que moi quand je jouais, je sais que la première fois que je me suis fait les croisés, ça je l'ai très mal vécu. Dans le sens où le vestiaire c'est le moment où on adore ça, on rigole, etc., etc. Puis on se change et il y a un moment où on prend des chemins séparés. Est-ce que tu as l'impression, je ne vais pas dire d'être exclu du groupe parce que c'est un mot fort, mais d'être un petit peu en marge? C'est sûr qu'on vit à des rythmes différents. Je pense que on fait pas vraiment les mêmes choses, on commence pas aux mêmes heures, on finit pas aux mêmes heures, mais moi ça me dérange pas forcément d'être à l'écart des filles parce que je suis quelqu'un d'assez introverti à la base, donc je pense pas avoir besoin du soutien tout le temps des filles dans ma rééducation. C'est pas quelque chose sur laquelle je m'appuie, donc ça me dérange pas forcément. Mais je sais qu'il y a des moments importants où ça fait quand même du bien de les avoir. Quand on sort de l'opération, pareil, la première fois que j'ai couru, qu'elles m'ont vu courir, elles étaient trop contentes, elles ont crié partout et ça fait plaisir parce que ce sont quand même des filles qu'on voit tous les jours et au final ce sont des gens que je côtoie même plus que mes parents, je les vois plus que mes parents, donc c'est sûr que c'est bien quand on a cette reconnaissance là, ça nous aide, mais moi j'en dépends pas. Et du coup, de toi vers le groupe, est-ce que aujourd'hui tu as besoin de souvent aller voir les matchs? Tu as quel rapport avec la compétition aujourd'hui en étant blessé? Moi quand je suis blessé, ouais. J'aime pas regarder les filles jouer. Franchement, que ce soit le club ou l'équipe de France, honnêtement, j'aime pas regarder parce que ça me rappelle que je suis pas là en fin de compte. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile pour moi, quelque chose que je fuis un peu. Il y en a qui sont assez à l'aise avec ça, qui ont besoin de regarder les filles s'entraîner, mais moi quand j'ai fini et que les filles elles sont encore sur le terrain, désolé, mais je rentre chez moi. Ouais. Encore une fois, c'est important parce que tu sais, de l'extérieur, peut-être que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'implique une blessure. Il y a le fait d'être blessé et de ne pas jouer les matchs, certes, mais qu'est-ce que ça implique sur la vie de tous les jours? Et c'est pour ça que je te pose cette question-là, parce que j'essaye de faire le parallèle avec ma carrière. Quand je me suis fait les croisés,
moi étant attaquant, j'ai eu du mal à vivre le fait que des joueurs que j'avais mis loin derrière, niveau concurrence, me dépassaient, commençaient à marquer, commençaient à être dans la presse, sélection nationale, etc., etc. Donc, comme tu disais au tout début, certes c'est un sport co, mais les enjeux individuels ils sont importants. C'est-à-dire, bon, jouer bien, mais quand même, faut pas gâter ma place. Non, en vrai, je suis contente quand elle gagne, j'ai envie qu'elle gagne des titres, mais après je me dis, bah, quand je serai là, il faut gagner aussi, quoi. Ouais. C'est tout. Non, c'est cool. Voilà, on parlait, bon, tu as parlé un petit peu de l'équipe de France. On en parlait un petit peu en off. Jeux Olympiques, Paris. Moi-même, je t'en parle, je ne joue plus, mais ça me fait un truc, tu vois. Comment tu appréhendes ça? Parce que forcément, on en parlait, il y a aussi la blessure. Donc du coup, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui existe? Ou tu te dis, bon, peut-être que la blessure fait que va falloir faire un trait dessus? Je fais pas un trait dessus parce qu'en termes de timing, je suis dans les délais, donc c'est pas quelque chose d'impossible. Après, faut avoir une discussion avec le sélectionneur pour savoir quelles sont ses attentes par rapport à moi. Est-ce qu'il compte sur moi? Parce que ça va aussi jouer sur le timing de ma réathlétisation, savoir s'il faut que j'accélère à un moment donné ou si au final j'ai pas d'échéance et je prends le temps de revenir tranquillement. Donc ouais, j'y pense. Enfin, je joue au Paris Saint-Germain, les Jeux ils sont à Paris, ma tête est chauffe. Ma tête est chauffe. Enfin, je sais pas, même mes parents, je me dis que je pourrais les inviter, qu'ils seront là, parce que depuis que je suis ici, mes parents ils m'ont pas vu jouer, ils me voient qu'à la télé. Donc forcément c'est quelque chose que j'y pense et j'ai envie de les faire. Maintenant, si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire. Après, bon, discours classique, t'as 22 ans. Mais bon, c'est vrai que là, c'est à Paris. Forcément, ça n'a pas la même saveur. Ouais, les prochains Jeux Olympiques, peut-être que limite, tu vas même pas... En tout cas, tu auras moins d'intérêt. Ouais, c'est ça. Si les prochains Jeux Olympiques sont à Brisbane, ils vont moins me faire rêver que quand c'est à Paris. Enfin, j'habite à Paris, quoi. Jouer au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Tu vois, sur la vie de tous les jours, sur le regard des gens de l'extérieur, sur la tentative d'intégrer ton entourage proche. Parce que les gens, disons les termes, ce sont des gratteurs. Tu vois, aujourd'hui, tu es au Paris Saint-Germain. Forcément, est-ce que toi, tu as senti ce truc où, voilà, qui sont tous ces nouveaux gens? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que quand je suis arrivé ici, forcément, j'ai été plus mise en lumière. Donc, c'est sûr que j'ai senti beaucoup plus de sollicitations. Et au final, c'est même pas forcément des gens extérieurs, même vis-à-vis de ma famille. Parfois, j'ai l'impression, tiens, on peut se permettre de demander ça à Ryan parce qu'elle joue au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ce sont des choses comme ça. Ouais, après, tu vois, t'as beaucoup de joueurs que j'ai connus qui ont rencontré ce genre de problème-là. Tu vois, où effectivement, on dit souvent que quand il y a quelqu'un qui réussit, c'est pas la personne qui change. C'est autour éventuellement. C'est quelque chose que tu partages? Ouais, carrément. Ah ouais, grave. Mais tu vois, un truc tout bête. Faut vivre avec son temps. Moi à l'époque, c'était, comment t'appelles ça? MSN. Voilà. MSN, mais je suis un vieux maintenant. Et si tu veux, à l'époque, donc c'était un peu notre réseau social MSN. Tu vois. Et j'ai le souvenir de me connecter et de recevoir: ouais, est-ce que tu peux me payer des trucs pour mon mariage? Ouais, est-ce que Western Union pour je sais pas quoi? Ouais, ceci, cela. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup plus exposés. Moi, MSN, ça restait quand même des gens qui étaient dans mon cercle, tu vois. Est-ce que du coup, avec cette exposition, donc tu es accessible, en vrai. Moi je peux prendre mon téléphone et t'envoyer un DM, en termes de sollicitation, est-ce que je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, mais est-ce que tu sens que les gens ils se permettent, quoi? Ouais, ils se permettent. Même des fois, je trouve que c'est carrément déplacé parce que quand on voit des mails, donc, pour moi un mail c'est censé être quelque chose de professionnel. On m'envoie un mail pour me dire bonjour Ryan, ça va? Sérieusement, genre ça sert à quoi de faire ça, tu vois? Et quand ce sont des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus sérieuses et qui vont me toucher via les médias, via mon image, à ce moment-là je vais rediriger pour que les personnes que j'ai choisies pour s'occuper de ces tâches-là puissent les gérer et après ça revient vers moi. Mais ouais,
quand il y a beaucoup de choses, bah, à ce moment-là, il faut savoir déléguer pour pouvoir se concentrer sur nous, ce qu'on fait. Le process, exemple, je suis telle association, tel organisme, je vais te contacter. Toi, tu rediriges vers tes équipes qui gèrent et... Ok. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Pour l'avenir, tu vois, comment tu vois ça? Toi, si je dois parler d'une carrière idéale, ce serait quoi pour toi, excuse-moi, la carrière idéale? Sans filtre? Sans filtre. Sans filtre. Dans la maison ici. Sans filtre. Moi aujourd'hui je me vois comme une des meilleures milieux défensives au monde parce que j'adore ça. Je trouve que mon profil il est intéressant. Je trouve que défensivement je suis un profil qu'on trouve pas beaucoup. Un vrai 6 voilà, qui va aimer aller au charbon, qui va aimer être dans l'ombre, qui va aimer être courir pour celles qui ne courent pas, qui va aimer faire le sale boulot. Aujourd'hui moi je suis ce profil là, je suis vraiment un profil d'équipe. Et honnêtement, sans prétention, je pense aujourd'hui que je fais partie des meilleurs milieux défensifs du monde. Et moi, je me vois être demain la meilleure 6 au monde. Peu importe le club, peu importe la sélection, je pense que je peux écraser tout le monde. Et même quand on parle d'équipe de France, je pense que je suis à l'aube vraiment de mes plus belles heures. Je pense que quand je reviens de ma blessure, je me pose même pas la question de savoir comment je vais revenir. Je me dis juste que quand je vais revenir, je vais aller retrouver ma place en équipe de France, que là, cette fois-ci, je vais m'installer définitivement. Et d'ici quelques années, je récupérerai le brassard et voilà, on va terminer comme ça. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et par rapport à cette confiance que tu as en toi, c'est quelque chose que tu as toujours eu depuis le début de ta carrière? Ouais, toujours. Je me suis pas vraiment posé de questions parce que à chaque fois je me dis tu as déjà fait énormément de sacrifices, tu es vraiment très loin, là où tu es, il y a pas là il n'y a plus de non-retour, c'est tout droit, on fonce et on fait ce qu'il y a à faire. Et est-ce que ça c'est bien vu d'avoir alors là forcément on en discute et je suis content parce que du coup tu t'exprimes pleinement, mais est-ce que c'est bien vu d'avoir une coéquipière qui a autant confiance en elle? Je le dis là parce que tu me poses la question, mais je vais pas aller crier sur tous les toits, moi je m'appelle Oriane Jean-François, moi je veux ça, moi je prétends être ça. Si on veut en parler avec moi, je vais en parler, mais je vais pas non plus forcément m'exposer ou le dire à tout va. Et c'est vrai que certains peuvent prendre ça comme de la prétention. Mais je suis sûr de moi, je suis sûr de ce que je veux et ça s'arrête là. Ce que les gens peuvent ou veulent penser, ça ne me concerne pas. Après, là où je te rejoins, c'est que de toute façon, encore une fois, ça reste un sport co mais individuel. Et pour passer les échéances, si tu n'as pas une confiance en toi qui est intacte, il y a un moment donné où ça ne passera pas. C'est ça. Ça ne passera pas parce qu'il y a une concurrence qui est... Tu sais comment c'est, si le match là, de ce samedi, c'est pas bon, mardi, mercredi, le coach il va hésiter. Donc tu as toujours quelqu'un derrière qui pousse. Et si tu ne sais pas te remettre en question avec une grosse force de caractère, il y a un moment donné où tu vas sombrer. Ouais, c'est sûr, le foot de haut niveau, le sport de haut niveau, c'est dans un premier temps, c'est déjà ton talent, c'est ce avec quoi tu es né. Après, c'est comment tu as réussi à optimiser ce talent-là, à le travailler. Et après, c'est la tête. C'est ce qui fait la différence. Et je pense que c'est ce qui manque d'un point de vue général aux filles et surtout aux Françaises. Parce que moi, honnêtement, je nous reproche de ne pas gagner de titre, que ce soit en jeune ou en A. Je pense que c'est là où on pêche par rapport aux autres équipes. Parce que le talent, là... à tous les postes, on a des top mondiales et on n'arrive toujours pas à gagner. Donc c'est vraiment que là-dessus, là-haut, dans nos têtes, il y a quelque chose qui ne passe pas encore. Et je pense qu'à partir du moment où on aura ce déclic-là, on sera vraiment redoutable. En plus, comment tu le dis, c'est pas pour flinguer, c'est de l'exigence parce que tu dis voilà, on a tel talent et ce n'est pas normal qu'on n'aille pas au bout des compétitions. Honnêtement, on a tout. Je te disais, on a des top mondiales à tous les postes. À tous les postes. Et par rapport aux différentes nations aujourd'hui
dans le foot, quel pays tu peux mettre à un niveau équivalent? Là, je te parle de talent pur. Ou alors on est devant, on est trop loin. Talent pur. Ouais. Enfin, moi, je pars du principe où si on met un 1-1 à chaque poste, on est au-dessus. D'accord. Honnêtement, je vois pas quelle nation qui pourrait, enfin, qui rivalise sur du 1-1 avec l'équipe de France. Le talent, on l'a, enfin, les qualités, on les a. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment là où les autres équipes elles nous font mal, c'est ici et c'est le collectif. D'accord. Bien évidemment qu'on n'est pas là pour critiquer qui que ce soit, mais comment l'arrivée d'Hervé Renard elle a été vécue? Parce que justement, nous on s'est dit, ah, c'est quelqu'un il sortait quand même du mondial avec l'Arabie Saoudite, c'est quand même quelqu'un qui a gagné la CAN, etc. Donc on s'est dit, ah, peut-être qu'il va apporter ce plus, pas forcément au niveau du talent, non pas que ce n'est pas son domaine, hein, c'est pas ça, mais il va apporter un plus au niveau de la mentalité. Et toi, du coup, de l'intérieur, comment tu as vécu son arrivée? Bah, comme tu disais, on l'attend là-dessus parce qu'il y a eu des images de vestiaire qui ont circulé où on le voit à la mi-temps contre l'Argentine pendant la Coupe du Monde remonter un peu son équipe. Donc nous, je pense qu'à ce moment-là, on a une certaine image de lui. On sait qu'il arrive avec une prestance. Il sait communiquer, il sait comment nous parler. Et je parle pour moi, mais je pense que plusieurs filles ont ressenti ça. Mais dans son discours, on a vraiment envie de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain, de vraiment lui rendre cette espèce de considération qu'il nous a donnée, parce qu'il nous a expliqué comment il est arrivé en équipe de France, pourquoi il a fait ce choix-là. Donc, sachant qu'il est sollicité. Ouais, c'est sûr. Je pense que nous, on le savait déjà, mais même au niveau de la fédération, on nous explique qu'il a dû faire certaines concessions pour pouvoir arriver là. Il nous explique que c'est vraiment parce qu'il a envie de défendre sa nation, parce qu'il a l'amour du maillot qu'il est là. Et quand il nous dit tout ça, quand il nous transmet tout ça, nous, à ce moment-là, on l'intègre et on a vraiment envie de le rendre sur le terrain. Et toi, à titre personnel, comment tu as vécu les dernières compétitions internationales? Moi, c'est... On va dire que j'ai eu 2 épisodes parce que je retrouve l'équipe de France quand il arrive en avril. Donc à ce moment-là, je commence à penser à la Coupe du Monde, tout ce qui va avec. Au final, je fais forfait juste avant la Coupe du Monde, mais malgré ça, je sens qu'il compte sur moi, qu'il y a une certaine considération. Et derrière, juste après, je crois qu'en septembre, le rassemblement juste après la Coupe du Monde, il me rappelle alors que il aurait pu reprendre l'équipe qu'il avait convoquée, l'équipe avec laquelle il est parti. Donc voilà, à ce moment-là, je sens que même si j'ai fait forfait pour la Coupe du Monde, mon histoire elle n'est pas encore terminée en bleu et que je peux retrouver ma place progressivement. Okay. En tout cas, tu sens qu'il y a un lien entre toi et le sélectionneur. Ok. Pour finir, parce qu'encore une fois, franchement, tu as un parcours qui est extrêmement riche et vraiment, je tenais à te féliciter parce que tu es très sereine. Tu vois, malgré tout ce qui t'arrive, je trouve que tu le vis très sereinement. De manière générale, que ce soit au niveau foot et au niveau de tes différents engagements, du coup, sur la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé. La santé. Ouais. Okay. La santé et après, je pense que tout ira bien. Et au niveau de... Bon, même si c'est encore assez loin, au niveau de la reconversion, est-ce que c'est uniquement la kinésithérapie ou il y a d'autres métiers qui viennent un peu chambouler ton esprit? Je me limite pas à ça. Honnêtement, okay. Je laisse les portes ouvertes et quand il faudra faire un choix, je ferai celui qu'il faudra. Et si j'ai plusieurs opportunités, je les saisirai et puis voilà. Bon, on va suivre ça de très près. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci, ça a été un vrai kiff d'échanger avec toi. Je te souhaite les JO, déjà. Non, je te souhaite les JO et je te souhaite surtout de rester la même. Parce que pour moi, la clé de ta réussite, c'est ce que tu es là. Tu vois. C'est si tu restes la même, si tu gardes l'entourage que tu as, tu gardes les mêmes principes, il n'y a aucune raison que tu ne deviennes pas
la meilleure 6 du monde. Sinon, de toute façon, mes parents ils me tirent dans les oreilles. Non, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et puis, on va suivre tout ça de très près. Merci à toi. Allez. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Vraiment, personne très attachante. Je vous conseille d'aller suivre son parcours, de regarder un petit peu comment Oriane est arrivée là où elle est aujourd'hui. Et au nom de toute l'équipe de Blue Magic, on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Ciao.